sommes vendredi 4 juin 2021. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité et de la semaine, et cela avec des confrères des médias. Aujourd'hui, nous parlerons de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou devant les députés le mercredi 26 mai 2021 à l'Assemblée nationale. Toujours à l'hémicycle, le lundi 31 mai, la Commission nationale des droits humains a présenté la synthèse du rapport cumulé 2019-2020 sur l'état des droits humains au Niger. Et enfin, nous parlerons des journées mondiales de l'hygiène menstruelle et celle sans tabac célébrées respectivement le 28 et 31 mai 2021. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Fatih. Ousseini Issa, journaliste également indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, Fatih Zakari. Bonsoir à tous. Il est de coutume au Niger qu'en début de mandat, chaque chef de gouvernement présente son programme de travail qui s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République. Mercredi 26 mai 2021, Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement nigérien, a décliné la déclaration de politique générale de son gouvernement devant les parlementaires. Ainsi, la DPG a été votée par les députés avec 129 voix favorables sur 129 députés présents. L'opposition a boycotté le vote. Alors, quelle lecture faites-vous de la déclaration de politique générale du gouvernement? Je commence par vous, Maimouna Diado. Merci donc Fatih. La lecture que moi je peux faire de la déclaration de politique générale du gouvernement, c'est que d'abord ça concerne 7 axes. Et dans les 7 axes, moi ce que j'ai pu retenir, c'est surtout l'axe concernant la sécurité, l'axe également concernant l'éducation. Donc, pour ce qui est de l'axe concernant la sécurité, vous avez entendu le Premier ministre, il y aura plus de 17%, en tout cas du budget national qui sera injecté au niveau donc, de la sécurité, et pour permettre donc à nos forces de défense et de sécurité de faire face donc, à cette situation d'insécurité que vivent nos populations dans certaines régions du pays. Il a également parlé de recrutement massif des jeunes. Bon, ici, ce n'est pas le recrutement massif en fait, des jeunes que nous voulons, mais c'est surtout l'instruction. Parce qu'une bonne formation de ces jeunes, il ne sert à rien aujourd'hui de récupérer ou bien tout simplement de lancer un concours pour ces jeunes et au finish qu'on se retrouve avec plusieurs des jeunes qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas bien formés en tout cas pour faire face à cette situation d'insécurité. Donc là, vraiment, si vraiment il y a des mesures, comme il l'a dit, s'ils prennent des mesures, je suppose que on peut éradiquer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, donc, cette situation d'insécurité. Là également, l'éducation, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la condition de la jeune fille à l'école. Parce que là, il dit mettre les moyens dans les confins donc, du pays pour que ces jeunes filles puissent aller à l'école, étudier donc convenablement. Il y aura des internats qui seront en tout cas construits pour ces jeunes filles. Donc c'est déjà salutaire pour un pays où on estime que les femmes sont à plus de 50% de la population. Et pour un pays également qui veut lutter contre l'ignorance au niveau donc, de la jeune fille, la protection de la jeune fille, je me dis que là, c'est vraiment bien attendu. Voilà. Et également la redynamisation au niveau donc, du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Ça aussi, c'est vraiment très favorable parce que nous sommes un pays d'éleveurs, un pays d'agriculteurs. Donc, nécessairement, il faut moderniser ce système pour pouvoir permettre donc,
à la population ou bien au Niger, vraiment d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Voilà, Fatih, en ramasser ce que j'ai pu retenir donc, de cette déclaration. Et comme vous l'avez dit, l'opposition n'a pas voulu voter cette déclaration. On s'attendait de toutes les 1000 manières. On savait que ce n'est pas parce que cette opposition a participé au débat. Participer au débat, c'est pour approfondir les choses, pour parler également de certaines situations. Mais tout le monde savait que l'opposition n'allait pas voter de toutes les manières et que ça sera la majorité des 129 voix pour qui vont voter cette déclaration de politique générale. Donc, tant mieux. On l'a voté. Maintenant, nous allons voir quel est le changement que ça va apporter pour la population dans les 5 années à venir. Nous le souhaitons bon vent et c'est tout ce qu'on peut dire. Hussein Issa, quelle lecture faites-vous de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou? Ce qu'on peut souligner par rapport à cette déclaration, c'est qu'il a évité les chiffres, les statistiques. Bien évidemment, parce que son mentor, il a commencé par là, en donnant des statistiques. Je vais faire tel nombre de classes en tel machin chaque année. Je vais faire tel nombre de cas de santé, ceci, cela. Bon, en fin de compte, c'est le recul, pratiquement. Cette fois-ci, bon, on espère quand même que, bon, il va essayer quand même de ne pas faire comme son prédécesseur, en essayant de poser des actes concrets, parce que bon, il montre un peu qu'il est proche des populations, qu'il est à l'écoute des populations, et il a promis dans le domaine de l'éducation, de la promotion des ressources humaines d'abord de manière générale, de la lutte contre la corruption, et de l'école, la question de l'école. Bon, tout ça, bon, c'est des déclarations de bonnes intentions. On ne peut pas d'emblée dire qu'il ne peut pas faire quelque chose dedans. Mais maintenant, comment ça va se faire? Parce que, en fait, le problème dans ce pays, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources. Il y a des ressources. Mais les ressources ont été très, très mal utilisées. En tout cas, au cours des 10 dernières années. Quand j'ai fait ça, parce que c'est un peu l'ironie, lui, quand il était dans l'opposition, il passait tout son temps à dire que le Niger n'est pas pauvre. Le Niger souffre d'un problème de gouvernance, de bonne gouvernance. Malheureusement, quand il est arrivé ces 10 ans, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, lui, au bénéfice du doute, parce qu'on ne peut pas considérer que bon, tout va être mauvais. Il a annoncé un certain nombre de choses qu'il va vouloir faire, qu'il va sanctionner. Quel que soit par ailleurs le bord de la personne, quand vous considérez que parce que vous êtes du parti au pouvoir, d'un parti au pouvoir, vous allez détourner l'argent public, vous allez faire ceci, cela, il va frapper. Maintenant, on attend de voir. Concernant cette affaire comment on appelle ça, cette affaire d'internat pour maintenir les filles à l'école, bon, moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai connu le système d'internat, je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, même faire fonctionner régulièrement l'école, c'est un problème. Créer des internats, d'abord, c'est des coûts supplémentaires. Alors que même pour payer les enseignants aujourd'hui, souvent dans des localités où ce n'est pas possible. On n'arrive pas à le faire de manière, on est en proie à des grèves intempestives dans le système. Comment vous allez prendre une telle charge pour dire vous allez... Moi, j'ai dit, créer les conditions d'amélioration du système en faisant en sorte que les enseignants soient des enseignants de qualité, en faisant en sorte que quand l'école démarre, que ça se passe normalement sur les 9 mois, parce qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En faisant en sorte que, bon, c'est qu'on peut créer comme condition pour les scolaires, qu'on puisse créer ces conditions-là. Mais moi, je pense que c'est de l'utopie que de croire qu'on peut créer des internats et pour pouvoir maintenir les filles à l'école. Parce qu'il faut éviter aussi l'effet boomerang des internats. Parce que les gens n'en parlent pas. Souvent, les gens n'en parlent pas quand on parle de cette question-là. Il y a des écoles normales qui ont été construites bien avant, depuis longtemps. À l'époque, il y avait l'internat. Il y
Il y avait l'école normale de Tilabéry qui était là, l'école normale des jeunes filles. Il y avait Dosso après qui s'est arrivé, il y avait l'école normale des garçons à Tawa. Mais les Zender également, il y avait l'école normale. Mais c'est quoi souvent C'était devenu, alors qu'on veut mettre les filles à l'abri, ça devient autre chose. Les gens prenaient leur véhicule ici ou même leur moto pour aller jusqu'à Tilabéry faire les week-ends. À cause de... Tout ça là, est-ce qu'on a analysé pour dire, est-ce que ce n'est pas un risque que de vouloir mettre? Il serait beaucoup plus judicieux de trouver un mécanisme où on peut protéger les filles, en créant les conditions pour qu'elles puissent étudier longtemps, avec des accompagnements nécessaires et tout. Mais moi, je suis prudent par rapport à cette histoire d'internat là. Parce que ça devient une affaire où c'est difficilement contrôlable. C'est aussi l'une des inquiétudes soulevées par les parents de ces jeunes filles. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que peut-être ils ont pris ça en compte au niveau de la déclaration de politique générale pour maintenir les filles à l'école en créant des internats? Parce qu'on a remarqué de tout le temps que quand la petite fille arrive au collège, il n'y a pas moyen de l'envoyer à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas une école ou bien collège à côté, proche de cette fille, pour lui permettre d'aller à l'école et de continuer. Donc, c'est pour cela peut-être la vision, c'est de créer des internats pour permettre à ces jeunes filles qui quittent leurs parents après la classe de CM2 pour embrasser le collège, d'être dans des conditions pour pouvoir étudier. Parce que nous avons vu, faute de collège à côté, ça a fait en sorte que ces jeunes filles se sont retrouvées à la maison. Et par finir, c'est le mariage précoce et le mariage forcé. Husseini Issa, au sujet de la question sécuritaire, le gouvernement prévoit d'injecter 17% du budget national. Qu'en pensez-vous de cette intention affichée des autorités en matière de sécurité? Bon, c'est juste 17%. Ça signifie, ça correspond à quoi? Depuis pratiquement 5-6 ans, nous sommes dans cette situation. Et au cours de ces dernières années, on sait que pratiquement il y a eu des coupes sombres sur les budgets, comment dirais-je, les allocations budgétaires concernant le social, l'école, l'éducation, la santé, tout ça. Où on dit qu'il fallait mettre l'argent pour favoriser et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Depuis pratiquement 2015, février 2015, que ça a commencé dans la région de Difa, pour atteindre la région, pour toucher la région de Tilabéry en 2017, ensuite Tawa, Maradi. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté. Mais pour moi, c'est juste un effet d'annonce. C'est juste un effet d'annonce. Bon, ça peut ne pas aussi l'être. Peut-être que l'argent va être investi. Mais si c'est pour investir l'argent pour donner à des vendeurs de ciment pour aller acheter des armes, on va aller où? Le tout n'est pas de dire voilà le montant. Le tout, c'est de créer les conditions pour que, effectivement, cette situation-là. Parce que vous imaginez, ça fait pratiquement 6 ans que ça dure. On a des forces étrangères qui sont venues nous soutenir avec des moyens sophistiqués, mais ça n'empêche les djihadistes qui viennent en moto. Ils viennent. Bon, alors, si c'est une façon de dire bon, on va mettre de l'argent, on a même formé créer des coalitions de forces militaires au niveau de la sous-région G5 Sahel, forces mixtes multinationales, mais tout ça là, c'est des États qui luttent contre des individus. Et ça fait 5 ans que ça dure, qu'on n'arrive pas à éradiquer ça. Est-ce que c'est une affaire d'argent forcément? Moi j'ai dit, pas évident. C'est une affaire de stratégie par rapport à cette situation-là. Moi, je suis convaincu et je le soutiens régulièrement. Il faut changer de stratégie de lutte. On est dans un schéma où, bon, c'est quoi? On a affaire à des djihadistes, bon, c'est une guerre asymétrique, ils viennent en moto, ceci, cela. Mais les zones dans lesquelles ils se déplacent sur les motos, c'est des zones où les motos sont interdites. Ils arrivent, ils font ce qu'ils ont envie de faire pendant souvent 4 heures de temps, 5 heures de temps, et ils parviennent à fuir. Il faut changer de stratégie. S'il n'y a pas de complicité et tout, on dit qu'il faut la collaboration. Moi, je dis les populations collaborent.
Récemment, j'étais à Tillabéri, dans la région de Tillabéri. Les populations d'Anzourou qui ont fui, j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, les chefs, y compris les chefs de canton. Mais le problème, ce n'est pas forcément que les populations ne collaborent pas. Les populations ont été acculées, c'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter. Ce n'est pas en injectant 17% du budget, mais ça va aller où les 17%? Si c'est pour tomber dans des poches des gens qui sont couchés à Niamey sous des climatiseurs. Moi, j'ai dit qu'il faut changer de stratégie. La stratégie consiste à acheter des avions de chasse. Et je le disais tout à l'heure, la DPG a été votée à l'unanimité par les députés de la majorité présents et en l'absence de l'opposition. Et comment expliquez-vous cette attitude de l'opposition? Ils ont participé... Non, quelle attitude? Ils ont participé au débat, non? Ils ont posé leurs questions, oui. Ils ont formulé des inquiétudes. C'est arrivé au stade de vote, ils se sont retirés de la salle. C'est quelle attitude? Ils savent que même en restant là, ça va être voté, dans tous les cas. Est-ce que le mandat impératif qu'on dit là, est nul là? Est-ce que c'est appliqué ici? Les consignes de vote sont déjà connues. On sait comment c'est un texte introduit par la majorité, par le Premier ministre. Tous les députés de la majorité vont voter systématiquement. En tout cas, même s'il y en a qui ne vont pas voter. Et puis, vous avez vu comment ça s'est passé. Moi, j'ai suivi ça jusqu'à vers minuit. C'est que ce n'est même pas un vote. C'est comme ça, les gens ont levé la main. Il y en a 2 fois. Il y en a... Bon, on dit, bon, c'est adopté, c'est fini. Mais alors, c'est les restés même. Ça allait changer quoi? 29 ou c'est 30... Combien de députés de l'opposition même, ils sont combien? 129 députés de la majorité. Bon, alors, 29, même s'ils lèvent les 2 mains là, on compte les 2 mains. Pour chaque député, on compte. Ça va faire quoi? Ça va empêcher l'adoption de la déclaration de politique générale? Non. On est dans un système, dans un schéma où c'est namouné. C'est notre régime. Même quand on sait que c'est pas bon, c'est bon. On va voter. La lecture que je peux donner ici, c'est en fait, l'opposition politique ne voudrait pas être témoin, en tout cas, de la déclaration, du vote de la déclaration de la politique générale. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'elle continue d'être une opposition parlementaire qui joue son rôle, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Hein. Mais tout le monde sait que de toutes les manières, avec les 129, les députés vont voter de toutes les manières. La déclaration donc, en fait, l'opposition s'est retirée pour ne pas être témoin, montrer à l'opinion nationale et internationale que c'est ça l'opposition, que les choses se sont passées. En fait, c'est ça. Deuxième partie de cette émission, restez toujours à l'Assemblée nationale pour aborder la présentation de la synthèse du rapport cumulé 2019-2020 sur les droits humains au Niger par la Commission nationale des droits humains, des droits de l'homme, CNDH. C'était le 31 mai passé. Dans son rapport, la CNDH a révélé plusieurs insuffisances, notamment en milieu carcéral. Mais Mouna Diado, comment réagissez-vous donc par rapport à ce rapport de la Commission nationale des droits humains CNDH en milieu carcéral? Bon, en milieu carcéral, est-ce que ça a changé quelque chose depuis que la Commission nationale des droits humains a interpellé plusieurs fois, si je me rappelle très bien, le gouvernement par rapport à cette situation. Mais est-ce que, honnêtement, ça a changé quelque chose? Je ne pense pas que ça a changé grand-chose. Bon, si aujourd'hui, la CNDH revient au niveau donc, de l'Assemblée nationale, c'est pour encore attirer l'attention, par exemple, du gouvernement et des élus locaux par rapport justement à cette situation. Et ce n'est pas seulement au niveau des prisons civiles que les droits humains sont bafoués. Les droits humains sont bafoués un peu partout. Vous vous souvenez du rapport au niveau d'un comité Labéry par rapport à l'attaque de Chinagoder, Inates, où il y a eu un rapport qui a été publié par la Commission des droits humains.
Mais est-ce que ça a également changé grand-chose? Donc, je pense qu'en fait, c'est juste que cette commission est en train de jouer son rôle. Parce que c'est vrai, elle doit attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette négligence des droits humains. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un suivi après? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Parce que c'est un rapport de 2019-2020. Maintenant, après ce rapport, est-ce qu'il y aura un suivi de ce rapport? Parce que s'il n'y a pas un suivi de ce rapport, je ne penserais pas que ça pourrait vraiment éventuellement changer quelque chose dans cette situation. Et ils ont parlé également qu'une loi doit être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale par rapport aux bonnes, les bonnes que nous employons dans nos maisons pour pouvoir les protéger. Ça, je me dis également, ça c'est une très bonne chose. Les domestiques, oui, les filles domestiques, les bonnes là que nous prenons dans nos maisons, et il faut les sécuriser. Et ça, je félicite en tout cas la CNDH par rapport à ça, parce que en fait, c'est vraiment des petites filles, des jeunes, des femmes qu'on exploite n'importe comment. Donc, il faut que ça cesse. Et également, par rapport justement à cette affaire d'esclavage qui n'en finit pas au Niger, où il faut remonter à l'ethnie de la personne, juger la personne par rapport justement à cette affaire d'esclavage. Là également, la CNDH a été claire sur sa position. Il faut que ça cesse, certaines choses pratiques cessent au Niger. En fonction de droits humains, je pense que nous naissons à égalité, donc plus de chances également. Nous devrons avoir les mêmes chances donc, en droits humains. Et, bon, c'est vraiment ce que je peux dire par rapport donc, à ce rapport, c'est qu'il y ait plus de suivi. Les rapports, c'est bon, c'est bien de venir interpeller, c'est bien de venir dénoncer, mais il faut le suivi. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de suivi, je ne penserais pas que ça peut aboutir à grand-chose. Bien sûr. Hussein-Issa, la CNDH a publié donc son rapport 2019-2020 dans lequel il souligne donc la violation des droits de l'homme en milieu carcéral. C'est ça le milieu carcéral. Il y a même le milieu libre. Le milieu libre même. Est-ce que les droits des citoyens sont respectés? Moi, quand j'ai parcouru un peu le document, je me suis dit, bon, à quoi ces institutions-là servent? Parce qu'ils développent, ils disent, bon, nous allons faire un rapport, parce que voilà ce que les textes de loi disent, voilà notre statut et tout et tout. Mais quand vous faites un travail de cette nature-là, normalement, les remarques, les observations, les recommandations qui sont formulées doivent être mises en œuvre. Mais vous faites un rapport, vous déposez, vous venez comme ça, folklore, on lit, voilà ce qu'on a constaté, il faut améliorer, il faut améliorer. Il n'y a personne, et on vous écoute simplement, il n'y a personne, parce que c'est l'exécutif qui peut améliorer. Si l'exécutif, il n'y a pas de contrainte pour que ce qu'on a constaté là, qu'on puisse améliorer, qu'il puisse y avoir des sanctions, ça sert à quoi? En fin de compte, ça sert à quoi? On paie des gens à aller faire des enquêtes, à payer des experts qui vont aller sur le terrain et tout et tout. En fin de compte, ça sert à quoi? Parce que normalement, ça doit donner lieu à un changement. Mais ils vont souvent faire ce rapport-là cette année, ils ont présenté. L'année d'après, les mêmes remarques, les mêmes observations vont revenir au milieu carcéral. Un milieu dehors. Dehors, là. Il y a combien de droits des citoyens qui sont bafoués? Même droit à la manifestation et tout et tout. C'est pas fait plus en prison. Ils vont dire non, ils vont changer quoi. La prison civile doit compter 360 personnes. Il y a plus de 1000 et quelques. 1000 et quelques, je ne sais plus combien exactement. Ça dépasse ça. Alors vous allez partir, ok, vous allez observer et tout et c'est fini. La Cour des comptes également. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ils font, comme on avait dit, ils doivent auditer la gestion des finances publiques. Ils font leur rapport, ils transmettent parce que tout simplement, le législateur s'est arrangé pour que, ok, c'est votre travail, allez, on vous donne du travail, document. On paye des millions à des gens. Nous, produisez-nous seulement les documents. Maintenant, ça n'engage que vous. Nous, on ne va pas améliorer. On n'avons même pas amélioré les conditions des gens qui sont dehors. Comment nous allons, vous voulez, avec quels moyens
il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on crée les conditions. Quand on crée une institution, et c'est des institutions qui sont constitutionnalisées. On ne peut pas créer une institution constitutionnalisée et dire que le travail qu'il fait là, c'est un travail banza. C'est-à-dire, c'est juste un document. On a fait, on va aller remettre ça au président de la République, la copie. On va aller devant l'Assemblée, on va présenter. Voilà ce que nous avons constaté. Il faut changer. Les recommandations, même les gens ne suivent pas. Et j'ai vu deux documents par rapport au marché public. Au marché public, où quand on octroie, des recommandations ont été faites, des constats ont été graves. Graves. Mais comment on peut lutter contre la corruption? Comment on peut lutter contre le détournement des deniers publics quand ces rapports-là, qui montrent que dans telle structure, des gens ont volé l'argent? On s'en fout. L'essentiel, d'ailleurs, le document est là. Demain, on peut aller l'utiliser pour dire voilà ce que nous faisons comme travail. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change si on veut vraiment avancer. Moi, c'est ma conviction profonde. Ça ne sert à rien une institution où on paye des millions à des gens pour ce résultat-là. Le document là, dans 10 ans, ce rapport qui vient de sortir, dans 5 ans même, on ne sait même pas. C'est fini. Ça, on va brûler dans... C'est tout. Ça n'aura servi à rien. C'est quoi le travail là? Travail inutile? Travail arabe, comme on dit? Parce que moi, c'est ça. Parce que les organisations internationales ont dit, machin, il faut faire un rapport annuel. Mais est-ce que c'est on veut améliorer quoi? La visibilité des organisations internationales, ou bien la visibilité ou le quotidien des citoyens, la gouvernance dans les pays. Voilà, c'est ces questionnements-là qu'il faut faire. Mais qui le fait? Khalid a fait son travail pour ça, avec son équipe et tout. Mais c'est fini. Terminé. Le rapport est là, nous avons présenté... On attend le rapport de 2022. On attend 2022. Voilà. L'argent, au moins, on a justifié l'argent qu'on nous paye. Non. C'est fini. Voilà, la troisième et dernière partie du forum. La communauté internationale a célébré le 28 mai 2021 la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. L'objectif est de briser les tabous et une prise en compte de la gestion de l'hygiène menstruelle par le politique. Mais Mouniado, est-ce qu'aujourd'hui les parents échangent avec leurs enfants sur les menstrues? Même maintenant, c'est difficile. Je t'avoue, Fatih, c'est très difficile pour une femme, surtout au Niger, pour une femme de discuter avec sa fille sur les questions de menstrues. Parce que j'ai eu à sillonner pas mal de villages par rapport à ce sujet. Où quand je demande à ces jeunes filles, qui vous a informé par rapport à la menstruation, tout de suite elles me disent que non, elles ont été informées par des amis, elles ont été informées par les réseaux sociaux, elles ont été informées par les sensibilisations foraines et tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, les organisations, les ONG de développement sont en train de lutter pour qu'il y ait un changement de comportement au niveau de la femme nigérienne. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à briser ce tabou. On n'arrive pas à briser parce que certaines femmes ou bien certaines mères pensent qu'en essayant de dire à sa fille, voilà comment est-ce qu'il faut faire, quand tu as tes premières règles, les menstrues, comment est-ce que tu dois t'adapter à cette situation? Elles pensent que peut-être qu'elles sont en train d'envoyer leur fille déjà dans la débauche. C'est leur compréhension comme ça. Mais maintenant, si on veut qu'il y ait réellement un changement de mentalité, il faut plus d'engagement de ces ONG de développement par rapport à cette situation. Et non seulement pas la jeune fille, la femme qui est mère aujourd'hui, et ensuite même les hommes doivent être impliqués dans cette situation. Parce que même un père aujourd'hui peut très bien parler de cette situation à sa fille. Si la mère aujourd'hui ne peut pas parler de cette situation, en tant que père, je me dis qu'il y a une obligation aujourd'hui également à ce papa-là
de mettre sa fille, d'être près de sa fille pour le conseiller, pour la conseiller, pour lui dire certaines choses par rapport à ça. C'est pas un sujet tabou. Il faut que les gens sachent que c'est plus un sujet tabou parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si on n'arrive pas à communiquer avec nos propres filles, mais la rue va communiquer avec ces filles-là. Les réseaux sociaux vont être des outils pratiques pour ces jeunes filles-là. Ne pensez pas que la jeune fille d'aujourd'hui ne sait pas comment est-ce qu'il faut gérer cette situation de menstrue. Elles connaissent très bien comment est-ce qu'il faut gérer cette situation de menstrue. Donc, évitez de regarder cette jeune fille et pensez que en discutant avec votre fille, vous la mettez à la débauche. Non, oui, non. Et quelles conséquences cela peut avoir sur le vécu de la femme ou bien de la petite fille si les parents n'échangent pas avec leur enfant? Mais si les parents ne changent pas avec la fille, c'est ce que je suis en train de dire, c'est les réseaux sociaux qui vont récupérer la jeune fille. Et aujourd'hui, également du point de vue de sa santé aussi. Parce que ça aussi, il faut parler de la fertilité de la fille. Parce que c'est également la porte d'entrée pour certaines maladies. Si la fille aujourd'hui ne sait pas comment est-ce qu'elle doit s'occuper de ses serviettes hygiéniques, comment est-ce qu'elle doit se rendre propre, comment est-ce qu'elle doit vivre en communauté et avec ses camarades, avec la société, tout en étant bien sûr dans cette situation de menstrues. Donc c'est un risque pour la jeune fille. C'est un risque également pour la maman. Parce que beaucoup de filles, beaucoup de nos parents ne savaient pas que cette situation conduisait également à l'infertilité de la fille. Si elle n'est pas bien prise en charge, si elle n'est pas propre au quotidien, ça peut également, comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte pour certains microbes et certaines maladies, Fatih. Donc, je me pose la question, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, il n'y a plus question de tabou dans cette situation. Parlez-en à vos filles, conseillez-les, montrez-leur comment est-ce qu'elles doivent faire face à cette situation, comment est-ce qu'elles doivent s'adapter à cette situation, parce que nous avons vu que certaines filles, de ces filles-là, qui voient pour la première fois leur menstrue, quittent l'école. Oui. Elles abandonnent l'école. Parfois c'est quoi? Parce que quand ça vient, c'est à l'école que ça vient. Ça vient entouré de tes amis. Ça vient entouré des garçons. Donc, il y a des moqueries, il y a certaines choses que les filles subissent. Donc, ce qui fait qu'elle a la honte de l'année et elle préfère rester à la maison et ne pas venir à l'école. Donc, pour ne pas laisser nos filles rester à la maison durant les 5 jours que ça va prendre ou les 6 jours que ça va prendre, essayons de les éduquer à notre manière, de leur montrer que ce n'est pas un mal en soi, c'est quelque chose éphémère de la nature. Donc, il faut que les filles s'adaptent à ça. Il faut que nous aussi, nous en tant que mères, nous adaptons à contrôler nos filles en leur indiquant comment est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Voilà, Fatih. Hussein Issa, je pense que c'est que Maïmouna a dit là. Moi, tout ce que je veux savoir. Ce que Maïmouna vient de dire là, moi, j'adhère totalement. En réalité, le problème, le blocage, c'est un peu en lien aussi avec la religion, quelque part, quoi. Parce que, bon, un peu l'éducation dans les foyers, c'est qu'il y a des choses qu'on dit que le parent ne doit pas faire. Il y a des parents qui ne peuvent même pas s'asseoir, causer avec leur fille pour dire voilà. Par rapport à des problèmes précis, pas forcément en lien. Même des problèmes, il y en a qui considèrent que non, c'est la barrière. Alors que normalement, tu dois mettre la personne en confiance. Bien sûr. Quand tu as un problème, que ce soit un problème de santé, de maternité, de sexualité, il n'y a pas de tabou en ça. Il faut parler à la personne pour éviter certaines choses. Parce que quand vous sensibilisez la fille déjà, par rapport un peu à ces choses-là, elle va se dire non, on m'a parlé. Alors, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surpris. Alors, mais si vous considérez que non, il n'y a pas de contact entre mère et fille ou père et fille également. Ça pose problème après. Maintenant, bon, aujourd'hui, on en a fait une journée, on a dédié une journée à ça. Je ne sais pas, ça a commencé quand? C'est cette année? Non, c'est pas cette année, ça a un peu duré. Mais je ne sais pas, moi, c'est l'année, cette année, je ne sais pas. Quand ça tombe, je ne suis pas au courant. Mais je me dis quelque chose, c'est bien, mais je me pose la pertinence de l'institution de ces journées quelque part. Quand on pense que c'est au cours de la journée seulement qu'il faut parler du sujet. Journée mondiale de la femme,
tout le monde est mobilisé pour parler. Journée mondiale, ça doit être continuel. Moi, je dis, les actions ne doivent pas s'arrêter ou c'est limité à la seule journée. Ça va changer quoi? Quand des gens vont se réunir, faire manger, allez. Il faut l'année prochaine. Il faut l'année prochaine encore. Il y a bon, et même les actions qui sont posées par les organisations et autres sont des actions diffuses. Ça n'a pas véritablement. En tout cas, on ne sent pas. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Il faut mettre fin à tout ça. C'est des actions sur la durée. Les liens entre parents et comment on appelle et enfants. Moi, j'ai dit, c'est des liens d'abord, c'est dans la famille, c'est des choses qui se gèrent en famille. Je ne vois pas pourquoi se mettre, penser que tu ne dois pas. Mais c'est toi qui as conçu, qui as mis la personne au monde. Tu dois l'aider à un certain nombre de choses au regard de son âge et tout, pour qu'elle ne soit pas surprise. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, se contenter de considérer que c'est mondial, parce que de l'autre côté, les gens ont des critiques que c'est comme ça mondial, on peut changer les choses. Les obstacles, les freins sont toujours là. Il y en a, vous leur parlez de ces choses-là, des marabouts, ils vont vous dire non, ça, comment vous allez oser parler de ces choses-là avec votre fille? Voilà, on dit c'est pas bon parce que... Mais c'est ce que j'ai dit, au risque de ne pas parler de cette situation à sa fille, c'est les réseaux sociaux qui vont les... Mais les réseaux sociaux, ça c'est pour les filles citadines, les filles qui vivent en milieu urbain, mais celles qui sont en campagne, oui. C'est l'abondance, ce que je viens de dire, l'abondance stricte et truc de l'école. Ça veut dire que ces filles ne savent même pas quand est-ce qu'elles vont l'avoir. Et quand elles ont, elles ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire. Elles savent, parce qu'avant, nos vieilles mamans ont utilisé des torchons. Aujourd'hui, il y a le modernisme qui est là. Mais même avec les torchons, il faut apprendre à cette jeune fille comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Mais comment est-ce qu'il faut s'asseoir? Parce qu'il y a des filles qui peuvent s'asseoir du matin jusqu'au soir avec une seule serviette. Donc, ça affecte la santé de la jeune fille. Donc, c'est pour ça que nous voulons que les tabous là, comme Hussein l'a dit, oui, comment les briser? Il faut les briser. Et comment les briser? C'est ce que Hussein a dit. Parler avec sa fille, ce n'est pas un tabou. Le père doit parler avec sa fille aussi. Parce qu'ici, on a comme l'impression que comme c'est une fille, c'est la mère qui doit l'éduquer. Non, le père aussi doit éduquer sa fille. En éduquant sa fille, il faut essayer de dire certaines réalités à cette fille. Parce que vous la préparez déjà à être une maman, à elle-même à être une maman. Parce qu'à un certain âge, quand votre fille arrive à un stade de 18 ans, un stade de 16, 17, 18 ans, vous ne serez plus là quand elle sera peut-être dans son propre foyer. Comment est-ce que vous allez faire? C'est dès maintenant que l'éducation se prépare pour son foyer. Donc, l'éducation se prépare au niveau de la mère, au niveau du père. Le père ne doit pas être absent, en tout cas dans la sensibilisation de sa fille par rapport à certaines choses. Et la mère aussi doit être stricte par rapport à certaines choses. Si la mère n'a pas eu la possibilité d'être enseignée par ses parents, c'est parce que tout simplement, avant, il y avait cette histoire de tabou où le maraboutage ou bien l'islam ne permettait pas à une mère d'être à côté de sa fille pour lui dire certaines choses. Mais même avant, c'était la grand-mère qui s'occupait de l'éducation de sa petite fille. Donc, pour vous dire que maintenant, il faut vraiment qu'on brise les tabous. C'est très difficile, mais il y a espoir quand même, avec certaines ONG de développement qui sont sur le terrain, en train de sensibiliser ces mères, sensibiliser ces filles, sensibiliser également les hommes, les garçons. Parce que, comme j'ai dit, la situation, c'est surtout au niveau de l'école que c'est dramatique. C'est dramatique, parce qu'une fille qui ne connaît pas ça et qui voit ça, parmi des garçons, brutalement dans une classe où les garçons se moquent d'elle. Mais vous pensez que c'est une honte pour elle, c'est une honte, la honte de l'année pour elle. Voilà. Et elle va pouvoir vraiment ne pas venir à l'école. Voilà, donc, voilà. Autre journée à commémorer au cours de cette semaine, c'est la journée mondiale sans tabac.
Au Niger, la prévalence du tabac est estimée à 6,6%. Ce taux est de 10,7% chez les hommes et 1,5% chez les femmes, a déclaré le ministre de la Santé publique à l'occasion de cette journée. Au vu donc du nombre important de fumeurs, peut-on se poser la question sur la loi anti-tabac et de son décret d'application adopté par le gouvernement le 11 septembre 2008 au CENI? Bon, vous savez, cette loi-là, Oui. J'ai un temps, pas milité en tant que tel, mais conseiller de Inus Sauna, SOS tabagisme. Oui. Pendant un temps, on a fait pousser les choses. Mais je veux dire, la problématique, aujourd'hui, on parle de journée mondiale sans tabac. C'est une journée où on dit aux gens, au moins se respecter, ne pas fumer la journée. Oui. Mais je dis quelque part, il n'y a aucune volonté de réduire. Les pays où on veut créer les conditions où on veut réduire, c'est que quand on sait qu'on n'arrive pas à réduire, le nombre, on fait en sorte que l'accès, l'accès même à la cigarette, Oui. c'est un problème. Parce que vous pouvez avoir l'argent, vous avez envie de fumer, il vous faut parcourir, aller jusqu'à nouveau marché pour trouver un point de vente de cigarettes, ça va vous dissuader. Et on ne vous vend pas la cigarette en détail. Bon. Ici, c'est ça la chose la plus répandue. Partout, le tablier. Accessible. C'est 25 francs, vous avez 25 francs, vous avez. Ailleurs, ce n'est pas possible. Il faut aller dans des points bien précis où souvent il faut même présenter une pièce pour qu'on puisse vous vendre. Et c'est cher. Ça, c'est dissuasif. Mais décréter juste dire, bon, c'est la journée, on fait un discours et puis on dit c'est terminé. Parce que les lieux publics qu'on dit, bon, bien évidemment, il y a des lieux publics où on dit interdit de fumer, voilà. N'est-ce pas? Oui. Tout ça là. Le gars, il peut sortir, il s'assoit dehors, il fume, il revient. Mais quand c'est le coup, on te dit un paquet de cigarettes à 5 000. Bon, alors, tu vas réfléchir par 2 fois avant de mettre 5 000. On ne veut même pas combattre ça. C'est tellement facile à faire. Ça fait des années. Ce n'est pas la loi là qui va interdire. Il y a des pays où vous ne pouvez pas. Il y a des coins où on prévus pour les fumeurs. C'est-à-dire que vous venez, c'est là-bas. Vous n'oserez pas fumer même dans la rue. Et c'est ce qu'il y a ça. Il n'y en a pas. Mais alors, on veut arriver à quel stade? Quand le tablier, c'est ça la chose la plus... Le tablier ambulant, c'est ça, il n'a plus de cigarettes que d'autres. On va après écouter Maïmouna, nous sommes presque à la fin. Oui, bon. Maïmouna, pourquoi cette loi semble être jetée aux oubliettes? Mais Fatih, on vote une loi. Il n'y a pas l'application. L'application de cette loi, est-ce que c'est sévère? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contrôles? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de regarder les places publiques là où on interdit aux gens de fumer? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut interdire, par exemple, Hussein de fumer dans la rue? Pourtant, c'est une place publique, moi, je me dis. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, parce que l'État ne peut pas. L'État ne peut pas parce que l'État se retrouve dedans. L'importation, s'ils veulent réellement mettre fin à cette situation de cigarettes, tabagisme, mais il faut essayer sur l'importation, mettre fin par exemple, ou diminuer son importation vers le Niger. Mais ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible parce que l'État se retrouve dedans. Je te dis financièrement, voilà. C'est vraiment de l'argent qui rentre pour l'État. Nous sommes donc, Maïmouna, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de Ousseini Issa, journaliste indépendant, Maïmouna Yado, journaliste indépendante également. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes le samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème Contribution des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre.
Et le forum en Germain dimanche à 18h15 sur le thème Femmes et politique, quelle place pour les femmes à Gaïa et quels obstacles? La technique, c'est Issa Lawali et à la réalisation vidéo, Mustafa Ayouba.